14 juin 1983, 23h47. Un motel miteux sur la Old Georgetown Road, à quelques kilomètres de Washington, D.C., où les néons clignotants du panneau Vacancy projettent des ombres intermittentes sur le gravier craquant sous les pneus d'une Oldsmobile banalisée. L'air est lourd d'humidité subtropicale, chargé d'odeurs d'essence et de fritures rances provenant du diner adjacent, et dans la chambre 12, au rideau jauni tiré à moitié, Viktor Kuznetsov, alias Richard Kane, agent illégal du KGB, infiltré depuis 7 ans sous couverture de consultant en import-export pour une firme soviétique fictive, allume une camelle sans filtre. La flamme du briquet Zippo dansant comme un signal traître dans la pénombre. Il expire la fumée en un long jet qui tourbillonne vers le plafond taché d'infiltration, ses yeux scrutant la fenêtre où la vitre tremble légèrement au passage d'un camion sur la nationale, chaque ombre dehors potentiellement un observateur de la CIA ou du FBI, ces fédéraux qu'il a appris à haïr et à craindre lors de ses entraînements à Yasenevo. À côté de lui, sur le lit au drap rêche imprégné d'une odeur de solitude accumulée, gît nue et endormie Elena Vasquez, 28 ans, secrétaire administrative au département d'État. Une civile aux courbes généreuses, recrutée par hasard lors d'une réception diplomatique où un regard prolongé avait allumé l'étincelle interdite, une relation qu'il sait être une faille béante dans son obsèque, mais que son corps trahit nuit après nuit, le désir primal l'emportant sur la discipline forgée dans les geôles sibériennes. Tu hésites avant de reposer le combiné du téléphone mural, ce vieux Rotary dont le cadran semble te fixer de ses chiffres accusateurs, le silence de la ligne qui s'étire après ton appel codé à un numéro sûr à New York. 3 sonneries. Pause. 2 sonneries. Le signal pour rendez-vous compromis. Surveille tes arrières. Et dehors, le parking du motel est un vide oppressant, où les phares d'une voiture solitaire balettent les flaques comme des projecteurs de la Stasi. Victor écrase sa cigarette dans le cendrier en verre épais, le mégot fumant encore, libérant une odeur âcre qui envahit la pièce étouffante, et il se penche vers Elena, dont la poitrine se soulève rythmiquement, ignorant qu'à cet instant précis, dans une fourgonnette banalisée garée à 200 mètres, 2 agents du FBI, Mike Rayleigh et Tom Hargrove, ajustent leurs oreillettes. Le magnétophone à bobine tournant inlassablement sur le tableau de bord, capturant les grésillements parasites d'un micro directionnel braqué sur la fenêtre entr'ouverte. « C'est lui, le Russe », murmure Rayleigh dans son walkie-talkie, la voix tendue par des mois de planque, tandis que Hargrove note l'heure exacte sur un calepin jauni, 23h52, le moment où la liaison amoureuse de Victor, née d'une danse trop intime, lors d'un cocktail au Kennedy Center, commence à tisser les premiers fils de sa propre toile mortelle. Les jours suivants s'étirent en une routine paranoïaque. Victor traversant les couloirs feutrés de son appartement Safe House à Arlington, une tour anonyme de béton gris où chaque ascenseur semble murmurer des secrets aux parois métalliques, le bourdonnement des câbles résonnant comme un compte à rebours. Il vérifie ses doubles miroirs dans la salle de bain carrelée de blanc sale, scrutant son reflet pour y déceler les stigmates de la nuit. Une trace de rouge à lèvres sur le col de sa chemise Brooks Brothers, un parfum trop capiteux qui pourrait alerter un chien renifleur, et compose mentalement ses dead drops pour le prochain microfilm destiné à un contact cubain à Miami, duvet de parchemin huilé glissé dans la fente d'un arbre creux au parc Rock Creek, à minuit pile sous la lune gibbeuse. Elena, de son côté, dans son petit studio à Georgetown, fouille distraitement son sac à main sur la table de formica ébréchée, sous la lumière crue d'une lampe à néon qui bourdonne comme un essaim d'abeilles enragées, et tombe sur un billet de motel froissé, daté du 14 juin, avec le numéro de chambre griffonné au dos. Un innocent souvenir qu'elle glisse dans un tiroir sans y penser, ignorant que son voisin du dessus, un retraité de la NSA prénommé Walter, capte déjà les échos de ses appels tardifs via un scanner illégal branché sur sa ligne.
le bip-bip des fréquences interceptées emplissant sa pièce sombre encombrée de radios valisées. Le 22 juin, 19h14, supermarché Safeway de Bethesda, allée fluorescente où les chariots grincent sur le linoléum usé, Victor pousse son caddie rempli de boîtes de conserve anodines, thon, haricots, rien qui ne trahisse, mais son regard accroche Helena au rayon des produits laitiers, sa silhouette en jupe crayon moulante qui se penche pour attraper un yaourt, et il sent la sueur perler à son front malgré la clim stridente. Il feint l'indifférence, tournant vers les conserves de soupe Campbell's, mais elle l'a vu, et dans l'allée des surgelés, leurs mains se frôlent sous prétexte d'un paquet de cigarettes parliament, un échange de murmures fiévreux. Demain, même motel, chambre 9, souffle-t-elle, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation, tandis que dehors, dans une berline Ford Crown Victoria aux vitres teintées, Hargrove zoome avec un appareil Pentax sur leur visage, le déclic de l'obturateur étouffé par le ronronnement du moteur, et Rayleigh dicte dans son dictaphone « Sujet Victor K, alias Kane, contact visuel prolongé avec civile Helena Voigt, probable cut-out involontaire ». La paranoïa de Victor s'intensifie cette nuit-là. Rentrant chez lui par des ruelles détournées, comptant ses pas jusqu'à 19 pour semer un éventuel taille, le tic-tac de sa montre Seiko soviétique résonnant comme un marteau-piqueur dans sa tête, et dans son bureau exigu, sous la lampe de bureau à abat-jour vert, il tape sur sa Underwood silencieuse, un rapport codé en one-time pad, les touches claquant dans le vide de l'appartement où les ombres des stores vénitiens dansent au gré du vent. Tu attends dans le silence étouffé de la cage d'escalier, chaque marche craquant sous tes semelles usées comme un avertissement. Le cœur battant à tout rompre tandis que l'ascenseur s'arrête au rez-de-chaussée avec un dingue accusateur. Et Victor, le 28 juin à 2h17 du matin, sort de chez Helena par l'entrée de service, une enveloppe Kraft sous sa veste, contenant des photos volées du Pentagone glanées lors d'une soirée où elle avait emprunté un classeur, des clichés granuleux sur Kodak qui pourraient valoir une promotion à Moscou, mais qui portent maintenant l'empreinte digitale invisible de sa trahison amoureuse. Il dépose l'enveloppe dans un casier consigne de la gare Union Station à l'aube blafarde, le guichetier somnolent tamponnant le ticket sans un regard, mais à 500 mètres. Un drone radio du FBI capte le signal d'un pagé activé dans la poche d'Helena, qui dort encore, son radio réveil diffusant en sourdine les nouvelles de NPR sur l'escalade en Afghanistan. Rayleigh et Hargrove, relevant le dead drop via un informateur interne à la gare, un balayeur payé $50 par type, récupèrent l'enveloppe à 6h02 et dans leur labo du Hoover Building, sous des néons impitoyables qui bourdonnent sans relâche, les techniciens du FBI révèlent les empreintes. Celle d'Helena Vasquez, DBID 4782, secrétaire au Bureau des Affaires européennes, et une correspondance partielle avec Viktor Kuznetsov, signalé par la CIA comme persona non grata suspecte depuis 1969. La surveillance s'épaissit comme un brouillard radioactif. Victor le sent dans chaque klaxon intempestif sur la I-495, chaque reflet de pare-choc qui pourrait cacher un miroir de rétroviseur espion, et le 5 juillet, 21h33, Danny Applebee's de Fairfax, il s'assoit en face d'Helena dans un box vinyle craquelé, la serveuse aux ongles rongés posant 2 cafés noirs fumants, et leurs genoux se touchent sous la table formica. Un geste banal qui scelle le destin. « J'ai trouvé ça dans ta veste », murmure-t-elle en glissant un polaroid froissé. Eux deux enlacés dans le motel, pris par un miroir. C'est dangereux, non ? Ses yeux implorants sous les lumières tamisées où les ventilateurs de plafond brassent un air chargé de graisse. Victor blêmit, la gorge serrée par la panique viscérale, aimant d'une voix rauque. Rien, un jeu. Mais dehors, la fourgonnette FBI enregistre chaque mot via un bug planté dans son sac par Hargrove lors d'une fouille discrète à son bureau. Les nuits suivantes, Victor ne dort plus,
Arpentant son safe house au mur tapissé de papier peint floral défraîchi, la radio à ondes courtes crachant du statique entre les broadcasts de Radio Free Europe, et il appelle son handler à l'ambassade soviétique sur une ligne cryptée, le bip-bip du décodeur résonnant comme un glas. Opération Nightingale compromise niveau 3. Extraction immédiate requise. Mais le handler, colonel Yuri Petrov, hésite, sa voix hachée par les interférences. « Attends confirmation. Pas de panique !» ignorant que le FBI triangule déjà le signal via des antennes directionnelles sur les toits de l'Anglais. L'interdit culmine le 12 juillet, 1h09, safe house secondaire à Alexandria, un sous-sol humide aux murs suintants où l'odeur de moisi se mêle à celle des cigarettes Bellomore Canal que Victor fume à la chaîne. Le filtre mâchonné jusqu'à la pulpe, et Elena arrive, essoufflée, un imperméable trempé par l'averse soudaine, portant dans son sac un rouleau de microfilm qu'elle a exfiltré d'un coffre-fort de son bureau. Des plans de déploiement des Pershing 2 en Europe de l'Ouest. « Pour toi, parce que je t'aime », dit-elle en larmes, ignorant qu'elle signe son arrêt de mort administratif. Ils font l'amour sur un matelas gonflable crissant, les ombres des barreaux de la lucarne projetées sur leur corps comme des grilles de prison. Et au petit matin, alors qu'il prépare son brush-pass vers le Canada, faux passeport canadien, billet Greyhound pour Montréal. Un coup à la porte de la cave fait trembler les murs. Reilly et Hargrove. Badge FBI sorti, flingue Smith & Wesson braqué. Federal Agents, hands up. Victor se fige, le temps s'étirant en une éternité suffocante, Elena hurlant dans la pièce du haut où elle vient de se ruer, et les menottes claquent froides sur ses poignets, le métal mordant la peau comme le remords. L'interrogatoire s'étend sur des heures interminables dans la salle grise du quartier général du FBI à Washington. 14 juillet, 4h22, où les fluorescentes bourdonnent au-dessus d'une table en acier rivée au sol, l'odeur de café éventé et de sueur rance imprégnant l'air recyclé par un ventilo poussif. Tu fixes le mur nu, Victor, où une tache d'humidité dessine une carte de l'Union soviétique déformée, et Reilly, face à toi, allume une Lucky Strike, la fumée serpentant vers le plafond comme un interrogatoire en soi. On sait pour Elena, les microfilms, les dead drops. Ta liaison a tout fait sauter, Kuznetsov. Les silences s'allongent, ponctués seulement par le tic-tac d'une horloge murale et le grattement d'un stylo sur un bloc-notes, Hargrove entrant avec des photos agrandies, le Polaroid du motel, l'enveloppe de Union Station, les empreintes latentes révélées au Ninidrine. Elena, dans la salle adjacente, craque la première, ses sanglots filtrant à travers la cloison insonorisée défectueuse, avouant les nuits volées, les documents subtilisés par amour. Il m'a promis Moscou, une nouvelle vie. Et Victor sent son monde s'effondrer, la couverture du KGB, 8 ans d'infiltration, 47 OPS réussis, des secrets nucléaires transmis à Moscou, pulvérisés par un baiser trop passionné, une preuve laissée traîner. Les conséquences s'infiltrent comme un poison lent. Victor extradé vers l'URSS via un échange d'espions au pont de Glienicke le 22 octobre 1983. 11h47, Berlin-Ouest. Sous un ciel de plomb où le vent hurle entre les miradors, menottes au poignet, escorté par des gorilles du KGB qui le traitent déjà comme un traître, tandis qu'Elena, inculpée pour espionnage sous le Espionnage Act de 1917, purge une peine de 12 ans à Alderson, ses lettres à sa mère interceptées et lues à haute voix lors d'audiences interminables. À Moscou, lors du débriefing à Loubianka, sous les lustres art déco aux ampoules nues, Petrov le fixe d'un œil glacé, une femme, une faiblesse humaine a coûté 3 réseaux. Et Victor, dans sa cellule aux murs de briques suintantes, écoute le goutte-à-goutte incessant d'une fuite, fumant ses dernières Bellomore Canal jusqu'au filtre, repensant à chaque regard volé, chaque appel trop long, la paranoïa qui n'avait pas suffi face à l'inévitable, l'amour, ce dead drop ultime menant droit aux fédéraux.
Les nuits s'étirent, le radiostatique de Voice of America saignant à travers les barreaux et dans les bureaux du FBI, Riley range ses dossiers dans un classeur marqué Nightingale, compromis par romance. Le bourdonnement des néons persistant comme un écho éternel de la surveillance qui ne dort jamais. Des mois plus tard, le 17 février 1984, 3h15, un café anonyme de Prague. Un autre agent KGB, Dimitri, reçoit un warning codé par pigeon voyageur, microdos sur une ampoule électrique brisée, évite les civils, les liaisons tuent les ops. Mais il écrase son mégot, jetant un œil à la serveuse aux yeux verts. Et le cycle recommence. La guerre froide, un lent brasier de cœurs piégés. Elena, libérée sous caution en 1987 après appel, vit recluse à Miami, son appartement au volet fermé, où le tic-tac d'une horloge comtoise mesure les regrets, recevant des chèques anonymes du FBI pour témoignage, mais hantée par les flashs des polaroids brûlés. Victor, réaffecté à un poste subalterne à Vladivostok, surveille les sous-marins nucléaires depuis une tour radar battue par les vents, chaque radio-is lui rappelant le motel de 1983, et Hargrove, promu, arpente les couloirs du Hoover avec un nouveau dossier. Opération Echo. Liaison en cours. Le cercle vicieux de la paranoïa se refermant sur de nouvelles ombres. Le silence de l'après-coup est le plus lourd. Dans les safe houses abandonnés, où la poussière s'accumule sur les typewriters orphelins, les lignes téléphoniques mortes bourdonnant d'un fantôme d'appel, et les familles, la femme de Victor à Moscou, ignorant tout jusqu'au télégramme laconique, défaut obsèques, quarantaine, pleurant dans des cuisines aux ampoules nues, le poids de la trahison amoureuse irradiant comme une fuite de césium. Tu marches dans les rues de DC hantées, spectateur invisible, sentant les yeux invisibles des fédéraux sur ta nuque. Chaque cigarette partagée un risque, chaque pause avant le baiser une éternité de doute. La guerre froide, non pas finie, mais internalisée. Un slow burn psychologique où l'amour est le premier agent double. Et voilà que le 12 juin 1989, Berlin-Ouest, le mur craquelle sous les marteaux-piqueurs, mais dans une mansarde aux rideaux de dentelle jaunie, Anita, ancienne correspondante est-allemande Stasi, chiffonne une lettre d'amour froissée. Rendez-vous au checkpoint, Charlie, minuit, porte le foulard rouge. Interceptée par un agent CIA déchu nommé Fox, qui la lit à voix haute dans un magnétophone rouillé, sa voix se brisant sur le nom de l'amant, un diplomate soviétique déjà exfiltré vers Helsinki. Le mur tombe, mais les cœurs piégés persistent. Les micros cachés dans les lits conjugaux captant des murmures de « je t'aime » suspect, tandis que Fox, ivre de schnapps bon marché, brûle la lettre dans un cendrier de verre gravé « Ich liebe dich » et sort dans la nuit électrique, où les feux d'artifice masquent les flashs des appareils photo. 1991, Moscou. La chute de l'URSS comme un château de cartes effondré. Boris Yeltsin sur les tanks, mais dans les sous-sols du Loubianka, vidés de leurs archives, une analyste nommée Natacha découvre un dossier scellé. Affaire Nightingale, suite Miami, avec des photos granuleuses d'Elena bronzant sur South Beach, un homme aux épaules larges à ses côtés, Victor, en cavale sous passeport panaméen. Elle hésite, compose un numéro à l'anglais, mais raccroche au son d'une berceuse au loin, sa propre fille dormant dans la pièce voisine, et choisit l'oubli, rangeant le dossier dans un coffre marqué « Poussière d'Empire ». Hargrove, retraité à Bethesda, nourrit des pigeons sur son balcon, un Oscar doré pour un film hollywoodien sur sa prise. Double Agent Lover. Mais chaque soir, le scotch coule et les ombres du motel de 1983 dansent sur le plafond craquelé. Tu glisses maintenant dans les néons de la chute, Berlin 1992, où les clubs techno pulsionnent comme des cœurs sous amphétamine, une nouvelle recrue MI6, Jax, danse collée serrée à une hôtesse du SVR aux lèvres carmin,
leurs hanches se frôlant au rythme d'un Kraftwerk remixé, ignorant le traceur GPS dans son collier de perles. Le slow burn muté en rave paranoïaque. Les familles recomposées portent les cicatrices. La veuve de Dimitri à Prague, remariée à un vendeur de saucisses qui trouve un micro d'eau dans une boîte de bonbons, le jette dans la Vltava sans un mot. La sœur d'Anita à Leipzig, élevant un neveu orphelin, chuchotant des contes d'espions aux ombres allongées. Le 11 septembre 2001, les tours jumeaux s'effondrent en poussière télévisée. Et dans une planque de l'anglais, un analyste aux yeux cernés relit « Opération Echo », réactivé, reliant les points entre un Saoudien et une hôtesse de l'air aux yeux verts. Le cycle éternel. Romance comme vecteur viral. L'amour, le malware ultime dans le code source de la trahison. Tu sens le poids des valises diplomatiques, les passeports vierges qui jaunissent, les safe houses reconvertis en Airbnb hantés par des fantômes d'adultères espions, la guerre froide fondue en ère post-11-9, où chaque swipe right est un honey trap potentiel, chaque nude partagé un risque de chiffrement quantique. Acte 2 s'achève sur le Potomac gelé, 2005, où un drone sans pilote survole un couple enlacé sur un banc. Toi et elle, peut-être. L'IA classant « menace niveau 3 ». Intimité non autorisée. Mais le baiser vole quand même, lent, inévitable. Le bourdonnement des hélices comme un battement de cœur compromis. Et le script recommence. Ombre dans ombre, amour dans la mire. Acte 3. TikTok et chiffon quantique. 2023. Kiev sous drone Shaheds. Une opératrice SBU Nova. Tatouage cybernétique pulsant sous sa peau olive. Ghost un oligarque FSB via Signal. Leur sexto crypté se muant en deepfakes porno, leaké sur le dark web comme confetti de la fin du monde. Elle rit dans un bunker au néon violet, vape-goutte caviar, tandis que son amant virtuel, à Moscou, dégaine un Glock face à un écran fissuré. Le lag mortel entre « je t'aime » et la balle. Tu dérapes dans les mégavilles, Shanghai 2027, où les scores sociaux dictent les lits d'espions, un agent MSS, Phantom, swipe left sur une ingénieure de Palo Alto reconvertie en mule pour la CIA, leur VR orgie hackée par des bots quantiques, l'orgasme synchrone virant au cauchemar de reconnaissance faciale. Menace niveau 9. Fusion intime détectée. Mais les lèvres se connectent quand même. Pixels en sueur. Dans un métaverse truqué, où les backdoors mènent aux chambres à gaz numérique. Les reliquats saignent encore. Le fils de Jax, trader crypto à Dubaï, hérite d'un USB gravé Echo Ultima, le branche par vis, libère un ver qui rase son empire en une nuit de ball run. La petite fille d'Hargrove, influenceuse à Ella, trouve un pigeon mort sur son feed Insta. Bec ouvert sur un QR code menant à Double Agent Lover, restauré en 8K, visionnant les scènes d'amour de 1983 comme un glitch prophétique, likant malgré le frisson. Le climax pulse à Genève 2031, sous une coupole d'IA omnisciente, toi et elle, ou ses avatars jumeaux, dans un safe house orbital, nus sous scanner thermique, le baiser quantique entanglementé, où un baiser donné à l'un embrase l'autre à des parsecs. L'algorithme gémit, cycle infini, amour, charme, trahison exponentielle. Mais les corps s'en mêlent, chair contre silicium, le script qui boucle. Hargrove rit du balcon, scotch en main, pigeons affamés picorant les étoiles. Fin du reboot, ou juste le loading screen éternel.